Les robots humanoïdes courent un semi-marathon devant des milliers de spectateurs en direct sur les réseaux sociaux. 50 minutes 26 seconds, breaking the human world record by nearly 7 minutes. Ce n'est pas Blade Runner, c'est Pékin, le 19 avril 2026. La Chine teste en public ce que les autres testent en laboratoire. Laissez-moi vous conter comment un pays qui copiait tout est devenu celui que tout le monde copie. 156 $ par an. C'est ce que gagne un Chinois en 1978. Autant qu'un habitant du Bangladesh. Aujourd'hui, la Chine dépose plus de brevets que n'importe quel autre pays au monde. Devant les États-Unis, devant le Japon. Premier producteur automobile électrique. Premier investisseur mondial dans les énergies propres. Prenez Shenzhen, la Silicon Valley chinoise. Ce n'était qu'un village de pêcheurs en 1980. À peine 30 000 habitants. Aujourd'hui, ils sont 17 millions. Le berceau de Huawei, Tencent et BYD s'est construit en 40 ans en partant de rien. Une start-up inconnue lance un modèle d'intelligence artificielle. Ce modèle est comparable au meilleur modèle américain. Mais il a été développé pour une fraction du coût, sans accès aux puces les plus avancées. Janvier 2025. En quelques jours, Nvidia perd 600 milliards de dollars de capitalisation boursière. The release of DeepSeek should be a wake-up call for our industries. Derrière DeepSeek, 20 ans d'investissement dans l'éducation scientifique. La plateforme est gratuite, accessible partout, par tout le monde. Pékin vient de poser le standard mondial de l'IA. 1 milliard d'individus ont toutes leurs données sur des plateformes chinoises. L'avantage concurrentiel le plus difficile à répliquer au monde. 87% des Chinois font confiance à l'IA, contre seulement 32% des Américains. 93% des employés chinois utilisent l'IA au travail, contre 58% dans le reste du monde. Pendant que l'Occident régule, la Chine déploie. Sur 74 des technologies clés de l'avenir de demain, la Chine est numéro 1 mondial sur 66 d'entre elles en recherche scientifique. On ne parle plus d'usine du monde parce qu'elle ne fait pas que fabriquer. Elle innove, elle va imposer ses standards industriels et technologiques également. L'IA est le cerveau, l'énergie et le carburant. En un an, la Chine installe l'équivalent de toute la puissance électrique de l'Inde. 56% de son mix énergétique est désormais renouvelable. Elle a dépassé son objectif de 2030 avec 6 ans d'avance. Elle contrôle 75% de la production mondiale de batteries de lithium. Sans lithium, pas de batterie, pas de stockage d'énergie et pas de voitures électriques. Sur 10 voitures électriques produites dans le monde, 7 sortent d'usines chinoises. Le premier constructeur de voitures électriques au monde s'appelle BYD, devant Tesla. 4,5 millions de voitures, 119 pays. Jim Farley, le PDG de Ford, visite les usines chinoises. It's the most humbling thing I've ever seen. Les usines chinoises tournent en 3/8. 3 équipes qui se relaient pour ne jamais s'arrêter. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 87% des robots humanoïdes du monde entier viennent d'entreprises chinoises. Le résultat de 11 ans de domination industrielle. Ray Dalio, l'un des investisseurs les plus influents au monde, a passé sa carrière à étudier les cycles des grandes puissances. Sa conclusion, chaque empire a son siècle. Les Hollandais ont cédé leur place aux Britanniques, les Britanniques aux Américains, et Dalio est formel, les États-Unis sont en déclin. La Chine monte, et elle monte vite. Avant de savoir où investir, il faut savoir ce que vous possédez. PEA, assurance vie, immobilier, crypto-monnaie. Si vous n'avez pas encore de vue d'ensemble, Finari connecte tout. Avec la version gratuite, 2 comptes synchronisés pour commencer. Avec la version payante, tous vos comptes, sans limite, un scanner de frais, votre vraie diversification. Et encore mieux, tout le monde peut investir directement depuis l'application. Je vous mets le lien dans la description. Mais revenons à la Chine. Ils sont la génération qui ont vu la croissance magique de la Chine. Et pour eux, le lendemain est toujours mieux qu'hier. En mandarin, la Chine s'appelle Zhongguo, l'empire du milieu. Pas au centre de la carte, mais au centre du monde. Pendant des millénaires, c'était vrai. En l'an 105 après Jésus-Christ, un fonctionnaire nommé Cai Lun invente
le papier. L'Europe ne le découvrira que 1000 ans plus tard. En 1024, la Chine invente le billet de banque. 600 ans avant l'Occident. En 1405, l'amiral Zheng He commande une flotte de 317 navires et 28 000 marins. Il explore l'Afrique, il explore l'Inde. Christophe Colomb partira 87 ans plus tard avec 3 bateaux. En 1820, la Chine représente 33% du PIB mondial. Première économie de la planète depuis des siècles. La Chine n'a pas de rival. Ni économiquement, ni culturellement, ni militairement. Elle finit par croire qu'elle n'en aura jamais. Ce que la Chine n'avait pas prévu, c'est l'Occident. Les Britanniques inondent la Chine d'opium. 10 millions de Chinois deviennent dépendants. L'empereur tente d'interdire la drogue sur son propre territoire. L'Angleterre lui déclare la guerre. La Chine se bat avec des bateaux en bois. L'Angleterre avec des navires de guerre industriels. En quelques semaines, Hong Kong est cédé. La Chine vient de perdre sa première parcelle de souveraineté. En 1860, les troupes franco-britanniques brûlent le palais d'été. Comme si Notre-Dame, le Louvre et Versailles brûlaient la même nuit. Les ruines existent toujours à Pékin, délibérément laissées en l'état, pour ne pas oublier. En 1895, la Chine perd la guerre face au Japon. Le voisin qui avait toujours tout copié vient de battre le maître. Taïwan est cédé, la Corée est arrachée. En 1937, les soldats japonais marchent sur Nanking. En 6 semaines, des centaines de milliers de civils sont tués. En 110 ans, la première économie mondiale perd ses territoires, ses ports, sa souveraineté. Ce siècle, de 1839 à 1949, a un nom. Le siècle d'humiliation. Xi Jinping y fait référence dans chaque discours. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est le moteur de tout ce qui suit. La réponse arrive en 1949. Mao prononce ces mots, le peuple chinois s'est levé. Il unifie un pays qui n'avait pas eu de gouvernement stable depuis un siècle. L'espérance de vie passe de 35 à 65 ans en 30 ans. Il ordonne aux paysans d'abandonner leurs champs pour produire de l'acier. Les récoltes pourrissent. Entre 15 et 55 millions de morts de famine. Le parti en tire une conclusion. Pour ne jamais être faible, il faut être un État fort. 3 fois, Mao a tenté de se débarrasser de Deng Xiaoping. 3 fois, Deng est revenu. À 16 ans, il embarque pour la France dans un programme d'études-travail. Il milite, il lit Marx. Il rentre en Chine avec 100 croissants et une conviction. Son pays doit changer. En 1978, Deng Xiaoping s'impose. Son titre officiel le plus élevé, vice-premier ministre. Pourtant, il contrôle l'armée. Il nomme les ministres, il fixe la stratégie. Tout le monde sait qui décide. Personne ne le dit officiellement. Avant de lancer ses réformes, il visite Singapour. Deng fume 3 paquets par jour dans le pays où c'est interdit. Ce n'est pas la leçon qu'il est venu chercher. Ce qui l'obsède, comment Lee Kuan Yew a créé un miracle économique en une génération. Il repart avec une seule pensée. Si Singapour peut le faire avec 6 millions d'habitants, la Chine peut le faire avec 1 milliard. Aux communistes orthodoxes qui s'opposent à lui, il répond « Peu importe qu'un chat soit jaune ou noir, pourvu qu'il attrape les souris. » Pas d'idéologie, pas de plan. 2 mots, réforme et ouverture. Deng libère les terres. Les paysans cultivent et vendent leur surplus. La Chine nourrit enfin son milliard d'habitants. Mais nourrir son peuple, c'est un prérequis, pas un objectif. Il crée des zones économiques spéciales, des enclaves capitalistes dans un pays communiste. Avantages fiscaux massifs, règles assouplies, capitaux étrangers bienvenus. Pour vendre en Chine, chaque entreprise étrangère doit s'associer avec un partenaire chinois. Ce partenaire observe, démonte, apprend, reproduit. Volkswagen arrive. 10 ans plus tard, la Chine fabrique des voitures. Sony et Philips s'installent. 10 ans plus tard, la Chine fabrique ses propres téléviseurs. Personne ne dit non à un marché d'1 milliard de consommateurs, ni à une main-d'œuvre à quelques dizaines de dollars par mois, contre 2000 aux États-Unis. Ces usines attirent des millions de travailleurs des campagnes vers les villes.
En 45 ans, la population urbaine chinoise passe de 170 à 950 millions. Des centaines de millions de paysans quittent leur village pour des usines en ville, avec des revenus parfois multipliés par 10. Plus de 780 millions de personnes, l'équivalent de toute l'Europe qui déménage. Pour les loger, les nourrir, les déplacer, l'État bâtit une infrastructure sans précédent. Aujourd'hui, 6 des 10 plus grands ports du monde sont chinois. 50 000 km de lignes à grande vitesse ont été construites en 20 ans, plus que tous les autres pays du monde réunis. En 1989, des étudiants réclament des réformes politiques sur la place Tiananmen. Le 4 juin, l'armée entre dans Pékin. Le parti tire 2 conclusions ce soir-là. Moderniser l'économie, oui. Libéraliser le politique, jamais. L'Occident condamne, puis les investissements reprennent. Derrière le miracle, une architecture unique. Tous les 5 ans, l'État publie un plan quinquennal, sa feuille de route économique. Il choisit les secteurs prioritaires et met les provinces en compétition entre elles. C'est très important de pouvoir montrer au gouvernement central qu'on contribue positivement au plan quinquennal. Donc forcément, chaque province veut vouloir être au meilleur d'eux-mêmes. Chaque gouverneur veut attirer les investissements, construire le plus, croître le plus vite. Ce système a une force que peu de démocraties peuvent répliquer. La capacité d'allouer des ressources colossales sur des horizons de 20 ou 30 ans, sans élection à gagner, sans opposition à convaincre. La Chine ne veut plus seulement assembler. Elle veut comprendre, maîtriser, inventer. En 2001, la Chine intègre l'OMC. Les exportations explosent. Les Américains achètent chinois et s'endettent auprès de la Chine pour le faire. La Chine réinvestit ses dollars aux États-Unis. Le circuit finance la montée en puissance du futur rival. 7 ans plus tard, Pékin organise les Jeux Olympiques. La cérémonie a lieu le 8 août 2008 à 20h08. Le chiffre 8 porte chance en Chine. 91 000 spectateurs, 15 000 artistes. La Chine est de retour. 1978, $156 par habitant. 88% de la population sous le seuil d'extrême pauvreté. 2026, $14 000 par habitant, moins de 1% sous le seuil d'extrême pauvreté. Ce que l'Occident a mis 2 siècles à accomplir, la Chine l'a fait en 40 ans. Deng a enrichi la Chine, Xi Jinping veut lui rendre sa grandeur. Pour comprendre Xi, il faut comprendre d'où il vient. Son père était l'un des compagnons historiques de Mao, avant d'être purgé, arrêté et emprisonné. Xi, adolescent, est envoyé travailler dans les champs pendant 7 ans. Il creuse des puits, il dort dans une grotte, il n'abandonne pas. Il entre au Parti communiste à 20 ans. En 2012, il prend le pouvoir. 38 ans à gravir les échelons dans le silence. 6 ans plus tard, il supprime la limite de mandat. Il réunit tous les pouvoirs, le parti, l'État et l'armée. Son objectif, il le répète dans chaque discours, le grand renouveau de la nation chinoise. D'ici 2035, atteindre le niveau de vie des pays développés. D'ici 2049, une armée de classe mondiale. 2049, le centenaire de la République populaire. Le siècle d'humiliation a duré 100 ans. Xi s'est donné 100 ans pour l'effacer. Dès 2013, il construit ses propres routes commerciales. La Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie. 150 pays, 75% de la population mondiale. En 2025, 128 milliards de dollars de contrats signés. Un record. La Chine contrôle les routes du commerce mondial, mais pas encore ses technologies. En 2019, Trump blacklist Huawei. En quelques semaines, la Chine réalise qu'elle est encore vulnérable. Sa réponse est immédiate. 100 milliards de dollars injectés dans les semi-conducteurs. SMIC produit des puces en 7 nanomètres. Huawei fabrique ses propres processeurs entièrement en Chine. Ce qui est dans le plan prospère. Ce qui n'en fait pas partie peut être détruit du jour au lendemain. Jack Ma en a fait les frais. Le fondateur d'Alibaba est l'un des hommes les plus riches du monde. En 2020, il critique publiquement le système financier chinois. Son introduction en bourse, 34 milliards de dollars, la plus grande de l'histoire, est annulée du jour au lendemain. Jack Ma disparaîtra pendant plusieurs mois. En Chine, l'État choisit les gagnants, mais aussi les perdants. Quand l'Occident pense à la Chine, il pense à Orwell.
l'État qui note chaque citoyen un score qui contrôle tout. Le fameux crédit social. Traverser au rouge, moins 5 points. Rater le remboursement d'un prêt, moins 20. Sous un certain score, vous ne prenez plus le train ni l'avion. Mais dans les faits, aucun score unique n'est attribué à chaque Chinois. La surveillance, elle, est réelle. 700 millions de caméras, une pour 2 habitants. La nuit, les femmes marchent seules. Un téléphone oublié sur une table est encore là 1 heure après. Un fugitif se croyait invisible parmi 60 000 personnes à un concert. Il a été arrêté avant la fin du premier titre. Le risque d'être tué est 12 fois plus faible qu'aux États-Unis. Ce n'est pas une fiction. Le même système surveille les manifestations avant qu'elles n'éclatent. L'IA scanne les émotions des détenus en prison. L'État a fait de la stabilité son contrat social. Sur 6 $ produits dans le monde, 1 $ vient de Chine. Il y a 50 ans, c'était 0. Un Chinois vivait 33 ans en 1960, il en vit aujourd'hui 78. Près d'1 Chinois sur 3 appartient à la classe moyenne. En 2002, ils étaient moins d'1 sur 100. Cette classe moyenne est la plus grande du monde et elle consomme, elle voyage et elle investit. Derrière ce bond, une obsession nationale pour l'éducation. Un matin de juin, dans toute la Chine, 13 millions d'élèves passent le Gaokao, l'examen national d'entrée à l'université. Le pays s'arrête pendant 2 jours. Certaines villes suspendent les chantiers. Un seul examen pour changer de destin. Pendant la dernière décennie, les provinces chinoises ont dominé les tests mondiaux. En mathématiques, en sciences, en compréhension de l'écrit. Devant Singapour, devant le Japon, devant tous les pays occidentaux. Ce système produit des champions sans avoir besoin d'aller les chercher ailleurs. Ren Zhengfei, fondateur de Huawei. Wang Shaifu, BYD. Liang Wenfeng, DeepSeek. Aucun ne s'est formé à l'étranger. Mais la Chine envoie aussi ses meilleurs étudiants plus loin. Le MIT, Harvard, Oxford. Il y a 20 ans, 30% rentraient. On appelait ça la fuite des cerveaux. En 2023, 80% rentrent. Ils ont un nom, les Haigi, les tortues de mer. Elles voyagent, mais elles reviennent toujours. L'épicentre du monde est en train de changer. Une partie de cette population était à l'étranger et ils ont suivi de l'éducation en Europe, aux États-Unis. Et ils ont travaillé dans les meilleures entreprises américaines. Ils ont retourné en Chine pour créer leur propre entreprise, pour aider leur pays de mère. Tout miracle a une mécanique. La Chine n'a pas fait exception. Derrière chaque levier de croissance, un arbitrage. En 1979, l'État prend une décision sans précédent dans l'histoire humaine. Il décide combien d'enfants ses citoyens peuvent avoir. Un seul. Le calcul est malthusien. Moins de bouches à nourrir signifie davantage de ressources, davantage de croissance. On en a parlé dans notre vidéo sur les grands courants économiques. Pendant 30 ans, le plan fonctionne exactement comme prévu. Une armée de jeunes actifs, peu d'enfants à charge, peu de retraités. C'est ce dividende démographique qui a financé l'atelier du monde. Mais l'État comprend qu'il a trop bien réussi. En 2015, 2 enfants autorisés, aucun effet. En 2021, 3 enfants, aucun effet. Puis toutes les restrictions sont levées. Les naissances continuent de baisser. 7,9 millions en 2025 contre 18 millions en 2016, divisé par 2 en 10 ans. On peut forcer les gens à ne pas avoir d'enfants. On ne peut pas les forcer à en vouloir. L'État paye désormais pour en avoir. FIV remboursée, maternelle gratuite, accouchement sans frais. 25 milliards de dollars rien que pour 2026, pour construire une société favorable à la natalité. Le verdict est encore incertain, mais une chose est sûre, quand la Chine affronte un problème, elle ne fait pas les choses à moitié. Pour construire l'atelier du monde, il fallait des bras. Le Hoku l'a rendu possible. Vos droits suivent votre lieu de naissance, pas votre lieu de vie. Un paysan du Sichuan qui s'installe à Shanghai pour travailler n'a pas le droit d'y scolariser ses enfants, ni le droit d'accéder aux hôpitaux locaux. 300 millions de travailleurs sans droit dans leur propre pays, 67 millions d'enfants restés au village, élevés par leurs grands-parents. Mais ce système que l'État a construit, il est en train de le défaire. Entre 2021 et 2023, plus de 40 millions de migrants ont obtenu un Hoku urbain. En 2024, Pékin s'engage à aller plus loin. Objectif, 70% de la population en statut urbain d'ici 2029, avec un accès aux soins et à l'éducation pour tous. Un migrant avec des droits consomme, il cotise, il investit. 300 millions de nouveaux consommateurs. C'est peut-être le prochain moteur de croissance chinois.
Pour financer sa croissance, l'État avait choisi un moteur simple, le béton. Plus on construit, plus le PIB monte. Plus le PIB monte, plus le dirigeant local est promu. Au pic, en 2021, 70% de la richesse des familles dans la brique. Des villes construites pour des millions, habitées par des milliers. Ordos, construite pour 1 million d'habitants, 130 000 personnes y vivent. Aujourd'hui, ces rues servent de terrain de test pour des voitures autonomes. Quand Evergrande, l'un des plus grands promoteurs du pays, s'effondre en 2021, des centaines de milliers de familles découvrent que leur appartement n'existe pas. Les banquiers prolongent les prêts en défaut plutôt que de les reconnaître. Le Japon l'a fait après 1990. Il en a payé le prix, une décennie perdue. L'État chinois ne veut pas reproduire le schéma. Il a toujours eu une réponse. Il cherche encore celle-là. Ce n'est pas malgré ses choix que la Chine est devenue ce qu'elle est. C'est grâce à eux et à cause d'eux. Comme Singapour, comme la Corée, comme le Japon d'après-guerre. Chaque miracle a été construit sur des arbitrages que personne d'autre n'aurait osé faire. Les Grecs ont un seul mot pour désigner un objet qui est à la fois le poison et le remède, 9 lettres, pharmakon.